Les experts, débats et controverses sur BFM Business. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle Mac sur le plateau. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Directrice déléguée de la rédaction de Challenge. Et face à vous, Lionel Fontanier. Bonjour Lionel. Bonjour. Professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du Cercle des économistes. Et Gaël Slimane. Bonjour Gaël. Bonjour. Président d'Odoxa. Gaël qui tous les mois vient nous présenter le sondage sur le moral des Français, avec des résultats qui se suivent et se ressemblent un peu. Exactement. Alors, on suit ça depuis des années maintenant avec BFM, avec Challenge et avec AJP. Et les résultats sont... Alors, le problème, c'est que quand on m'invite pour en parler, j'ai l'impression de me répéter en disant c'est catastrophique et ça empire. Donc là, on a 83% des Français qui sont défiants en l'avenir de la situation économique de leur pays. Oui. C'est quelque chose qui est inquiétant, et quand je vous disais, j'ai l'impression de me répéter sur le sujet, comme on suit mois après mois cet indice de morale économique à la manière de l'indice INSEE, en regardant comment ça évolue, là on a regardé sur période longue, puisque parfois ça baisse encore d'un point, parfois ça monte d'un point, sur une période d'un an, on n'avait jamais été aussi bas de manière plus ou moins constante, à 5 points près, sur notre indice de morale économique. Ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'on a un pays qui s'enfonce dans une espèce de dépression profonde depuis la dissolution et on l'a dans l'ambiance généralisée qui ont suivi. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant parce que, par ailleurs, les Français on en reparlera aussi peut-être sur l'aspect COP30, ont le sentiment qu'on ne s'en sortira pas. Ils ne voient pas d'issue possible. Ils ne voient pas d'issue possible à ce gouvernement. Ils ont le sentiment que ça ne durera pas. Ouais. Et en même temps, ils ont une angoisse de plus en plus forte sur les questions de dette et de déficit. Oui, ça c'est le gros chiffre de cette étude. Plus de 8 Français sur 10 sont inquiets de la dette. Oui, c'est quelque chose qu'on suit aussi depuis pas mal d'années. Et on a vu, alors la préoccupation dette-déficit, ça n'existait quasiment pas au moment où, j'ai envie de dire feu François Bayrou, en parlait le premier, il y a de ça quelques dizaines. Toujours vivant, on ne va pas l'enterrer. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui en parlait il y a très longtemps, il a été Premier ministre il n'y a pas si longtemps, et que à l'époque où il évoquait ce sujet, les Français ne s'en préoccupaient pas du tout. Puis la préoccupation dette-déficit est montée, et là ça fait 1 an que c'est à des niveaux extrêmement élevés. Ça veut dire que son exercice de pédagogie, il l'a martelé tout au long de son passage à Matignon. Oui, mais a fonctionné. Avec un effet qui était plutôt négatif, c'est-à-dire qu'il a fait entrer dans les consciences des gens, et ça l'était déjà avant qu'il ne fût Premier ministre, mais que la dette, les déficits, c'était un problème pour notre pays. Mais en même temps, il leur a tellement suggéré qu'il n'y avait pas d'issue, qu'il ne s'en sortirait pas, ou que les solutions possibles étaient trop radicales aux yeux des Français, que finalement, il a enfoncé le pays davantage dans cette dépression profonde. Ah oui, le problème, c'est qu'on ne voit pas les solutions, Gaël Mac. C'est un peu le résultat de ce sondage aussi. C'est-à-dire que les Français sont lucides sur l'état de nos finances publiques. Et Dieu sait que oui, mais pessimistes et aussi paradoxaux, parce qu'ils sont lucides. Alors on leur dit qui veut faire des efforts, qui est prêt à faire des efforts. Ils sont très angoissés par la dette. Ils disent ah oui et tout, mais en fait, quand on regarde de plus près leurs préoccupations, ça reste quand même toujours en le pouvoir d'achat. Donc ils sont pas trop d'accord pour que ça soit percuté par des baisses de dépenses ou et c'est vrai que c'est toujours un peu la même chose quand on dit aux Français, est-ce que vous pensez qu'on doit baisser les dépenses publiques ? Oui. Alors, quelles dépenses ? Aucune. Est-ce qu'on doit baisser le nombre de fonctionnaires ? Oui. Est-ce qu'on doit avoir moins d'infirmières, de policiers, d'enseignants ? Non. Donc en fait, on se retrouve, et là, on faisait, dans ce sondage, on faisait un focus spécifique sur les niches fiscales. Niche fiscale, il y a un consensus quand même politique. Quand on parle de niche fiscale, tout le monde se dit, ah ben oui, ce sont ces petits dispositifs dérogatoires, sectoriels, un peu même de petits arrangements entre amis, qui sont le résultat de contingences historiques, de lobbying à certains moments, etc. Tout le monde est d'accord pour les enlever. Mais là, après, on dit, bon, alors voyons, qu'est-ce qu'on va supprimer ? On va supprimer, la TVA réduite dans la restauration ? Ah non ! Est-ce qu'on va supprimer les travaux de rénovation ? Non ! Est-ce qu'on va supprimer l'aide à domicile ? Les aides
La défiscalisation, certainement pas. Oui, mais derrière chaque niche fiscale, on sait qu'il y a un chien, évidemment. Ça profite à différentes catégories. Donc voilà, donc en fait, et là, c'était ce qui était un peu drôle, c'est que les seules niches fiscales sur lesquelles il y a une petite majorité, c'était celles portant sur les entreprises, parce qu'on interviewe des particuliers, mais par contre, toutes les niches qui concernent les particuliers, non. Donc en fait, on se retrouve toujours un peu dans cette même impasse où finalement, l'effort, c'est pour les autres. Oui, et pendant... chiffrer juste ce que disait Gaël. 74% des Français disent il faut supprimer les niches fiscales ou les réduire. 74%. Et quand on détaillait ce que disait Gaël Mac à l'instant, les différents postes, notamment les niches qui concernent le plus de gens, celles sur les emplois à domicile par exemple, là c'est pas très compliqué, c'est la proportion inverse, c'est entre les 2/3 et les 3/4 des Français qui disent ah non, pas celle-là, puisque moi j'en bénéficie. Et donc tout se passe comme si on voulait bien faire des efforts, mais on préférerait quand même que ce soit notre voisin qui commence par payer. Ouais, on voit à l'Assemblée nationale les travaux qui avancent, et il devait y avoir un peu de nettoyage des niches fiscales durant l'examen du PLF. Finalement, on en rajoute là, Lionel Fontanier. C'est un mal français, ça ? Je pense je vais prendre un pas en arrière par rapport à ce débat. Je pense que ce qui est important, c'est que l'idée qui commence à pointer dans le débat politique autour de ces sujets, c'est qu'à la fin, il va falloir évaluer tout ça. Et donc, on a un vrai besoin en France, d'abord, d'évaluation des politiques publiques, parce qu'on peut dire telle niche est inefficace, mais inefficace par rapport à quel objectif ? Donc, il faut rappeler quels sont les objectifs de chacun des dispositifs qui existent. Ensuite, évaluer. On a les données pour le faire, on a les technologies pour le faire, on a les instituts proches des universités. C'est pas toujours simple en même temps l'évaluation des politiques publiques. Il y a des méthodes qui existent, qui sont bien établies, qui sont utilisées de façon régulière dans d'autres pays, qui ne sont pas des pays très loin d'une autre. Et donc on a énormément de progrès à faire. Et donc si j'avais un conseil d'une dépense supplémentaire, puisqu'on est un peu dans la période où tout le monde peut faire des propositions, voilà, je pense qu'il faudrait faire un investissement dans le support aux instituts qui font de l'évaluation des politiques publiques. Ça rapporterait beaucoup d'argent. Sans aucun doute, mais on est quand même à 105 milliards de coûts des niches fiscales aujourd'hui, et on était à 50 milliards. On ne devait pas réduire à 86. Voilà, et on était à 50 milliards il y a 20 ans. Donc on a juste quand même doublé ce montant. Donc oui, c'est sûr qu'il faut un effort d'évaluation, mais quand même, il y a une tendance du système à en créer plus qu'elle n'en supprime, quoi. Mais Lionel, ça m'intéresse. Quels sont les pays européens de qui on devrait s'inspirer ? Qui fait mieux ? On peut regarder chez les Anglais, on peut regarder chez les Hollandais. Enfin, il y a beaucoup de pays qui font de l'évaluation. Les techniques sont établies, donc on pourrait parfaitement évaluer chacun des dispositifs, et certaines évaluations de certains dispositifs ont déjà été réalisées, je pense au crédit d'impôt recherche, etc. Le résultat de ces évaluations n'est pas toujours simple, parce que ça nous dit, d'une certaine façon, on atteint tel objectif, mais on n'atteint pas complètement tel autre, et il y a certains bénéficiaires qui ont d'une certaine façon des rentes, et d'autres qui en bénéficient vraiment, et pour lesquels c'est utile. Mais il faut continuer cette évaluation. Certaines des évaluations sont d'ailleurs en cours en France, mais ce qui sera important, c'est de prendre en compte les résultats de ces évaluations à la fin pour dire, si un dispositif n'est pas efficace, il faut se mettre d'accord sur le fait qu'on le réforme ou on le supprime. Parce qu'il y en a un peu plus quand même des évaluations des politiques publiques. Je veux dire, il y a la Cour des comptes, elle fait régulièrement des évaluations, il y a l'Institut des politiques publiques, il y a l'OFCE, enfin il y a un certain nombre d'instituts économiques qui en font. Alors peut-être qu'on n'en fait pas aussi systématiquement que le Royaume-Uni, mais on en fait quand même, mais de toute façon, à la fin, on n'en tire pas forcément leçon. L'Institut des politiques publiques qui publie ce matin une étude passionnante sur les conclusions de la réforme Woerth sur les retraites de 2010, qui a poussé l'âge de 60 à 62 ans et qui montre qu'elle a rapporté 5,5 milliards au régime retraite, donc a baissé le déficit de 5,5 milliards et n'a rien coûté en termes de chômage supplémentaire chez les seniors. C'était souvent la critique qu'on faisait à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on fait là, c'est l'inverse. On va le faire reculer de nouveau, 62,9. Bon, alors, un exemple, une belle illustration. Sur la question des retraites, on est au cœur du sujet. On vient de publier hier notre gros baromètre annuel sur les retraites avec Groupama qui porte sur 5000 personnes, 5000 Français, en regardant les retraités, les non-retraités par tranche. Et on a deux enseignements clés. Un,
la réforme des retraites de Borne de 2023 est toujours aussi rejetée. Les gens nous disent qu'ils sont très soulagés qu'elle soit suspendue, et ils espèrent que ça durera. Sauf par les retraités. Alors voilà, sauf, ça, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. Mais il y a une catégorie d'âge pour la réforme, pour toutes les réformes, celle de Fillon, celle de Woerth, à chaque fois qui est très favorable au report de l'âge légal, ce sont les retraités, qui en général sont partis avant les autres. Donc ça boucle, l'effort pour les autres. Donc ça boucle. Mais quand même, pour rebondir sur ce que vous disiez, Raphaël, cette réforme est toujours aussi rejetée, mais quand on regarde les effets, puisqu'on suit ça dans le temps, année après année, ça a eu des effets qui étaient ceux souhaités par les promoteurs de la réforme, en termes de projection des Français sur l'âge auquel ils partiront à la retraite. Maintenant, ils pensent qu'ils partiront à 64 ans. En termes de préparation de sa retraite, pour aller sur le site, pour faire des simulations retraite, on a plus d'un Français sur deux qui l'a déjà effectué, ça progresse constamment. Et en termes d'argent mis de côté pour sa retraite, et de commencer à se préparer financièrement sur la retraite et à envisager de plus en plus la possibilité d'un système mixte qui mixerait répartition et capitalisation. Donc il y a bien des effets. Ça avance. Vous nous dites que les Français sont de plus en plus ouverts. C'est une majorité qui le souhaite, ça. Et ça, c'est nouveau. Il y a quelques années, quand on avait commencé ce baromètre, il y a 4 ans, vous parliez aux Français c'était un gros mot, la capitalisation. Ah bah oui. Donc là, les choses ont changé. Mais malheureusement, parce que les gens se disent, notre système ne tiendra pas. Les politiques qui nous ont promis une réforme des retraites qui permettrait de sauver le système, on ne les croit pas. Non seulement on n'aime pas la réforme, mais on ne les croit pas. Et donc, il faut qu'on commence à raisonner un peu plus individuellement, parce que sinon, on n'aura pas de retraite quand on partira. Il y a peut-être simplement une forme de lucidité qui fait que la démographie est ce qu'elle est et que... Alors sur la démographie, autre élément intéressant, je l'ai souvent dit ici, mais pour battre en brèche une idée reçue, les Français ne croient pas qu'on puisse ne rien faire. Ça a été beaucoup dit aux gens qui s'opposaient à la réforme Borne, de dire, mais enfin, regardez la démographie, on avait 4 actifs pour un retraité il y a quelques décennies, on sera bientôt à 1,5 pour un retraité, ce n'est pas tenable, les gens ne le comprennent pas. Ça n'est pas vrai, les gens le comprennent. Les 3/4 des Français dans le baromètre qu'on fait avec Groupama nous disent, on ne peut pas ne rien faire, comme la France insoumise a pu le dire à un moment donné, on est obligé de faire quelque chose. Sauf que c'est la solution choisie qui fait débat. Et quand on leur dit, vous devrez travailler plus, ils nous disent, dans ce cas-là, augmenter la durée de cotisation, ce sera plus juste pour tout le monde, c'était la règle du jeu qui était prévue au départ, mais ne touchez pas à l'âge légal. Et ça, c'est quelque chose qui a été un impensé du débat de la réforme Borne, je pense. Oui. Et de la réforme à points qui a capoté à cause de l'âge pivot, qui avait bloqué toutes les discussions. Qui n'était pas prévue au départ, qui était une idée d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, qui justement donne des nouvelles de lui et de son programme économique. C'est ce matin, dans un post sur LinkedIn, c'est une manière originale de communiquer. L'ancien Premier ministre propose un deal à 250 milliards d'euros, notamment aux entreprises. 50 milliards de baisse d'impôts financés par 50 milliards de baisse des dépenses. Alors Gaël, on peut peut-être parler du momentum politique, parce qu'il y en a un autre qui prend la parole ce matin, c'est chez nos confrères des Échos, Gérald Darmanin, pourtant ministre de la Justice, mais qui vient tacler le programme économique du Rassemblement national, qui explique que Jordan Bardella, c'est du communisme économique. Est-ce qu'il n'y a pas une petite crainte du côté du bloc central en ce moment, du fait que les chefs d'entreprise parlent de plus en plus au Rassemblement national? Ah oui, sans aucun doute. Je pense qu'il y a une crainte que dans le gros bordel ambiant quand même, qui a... Le bololo, dirait Édouard Philippe. Qui a un effet vraiment délétère sur les patrons. Hein. C'est-à-dire vraiment les patrons sont écœurés, exaspérés, ils ont vraiment l'impression qu'ils sont abandonnés, qu'ils sont un peu les seuls adultes dans la pièce. 43 milliards de hausse d'impôts pendant que les gamins s'amusent dans l'hémicycle, voilà. Et je pense que la droite parlementaire LR, qui avait toujours une sorte de magistère en économie, elle avait un corpus cohérent, libéral, de santé des comptes publics, de redressement des comptes publics, etc. Je note que vous parlez à l'imparfait. Voilà, elle a un peu brouillé son image ces derniers temps. Je veux dire, il y avait eu quand même des frondeurs LR sur la réforme Borne. C'est en partie ce qui a amené Elisabeth Borne à passer au 49.3. Donc, alors que dans le programme de François Fillon, je rappelle que la retraite, c'était 65 ans, c'était pas 64. Là, dans les mesures, les amendements, etc., on n'a pas l'impression qu'il y ait une ligne claire et nette qui soit toujours non aux hausses d'impôts, oui aux baisses de dépenses, etc. Il y a quand même derrière aussi des
des clientélismes, des préoccupations électoralistes, etc. Et donc finalement, on ne leur reconnaît plus, j'ai l'impression que l'électorat ne leur reconnaît plus forcément une sorte de crédibilité évidente sur le sujet. Alors que Jordan Bardella, et ça c'est nouveau aussi par rapport au corpus du Rassemblement national, qui était effectivement assez de gauche, enfin économiquement, et d'extrême droite, voilà, sur les questions un peu régaliennes. Voilà, et bien quand même Jordan Bardella, il a creusé un sillon quand même, alors là, constant, pour amener le Rassemblement national vers plus plus le corpus de la droite, en fait. Il cite souvent Nicolas Sarkozy, voilà, certainement dans une perspective d'union des droites également, je veux dire, voilà. Et cette petite musique, quand même, plaît au patron. On voit que, je sais pas, on le voit certainement dans les sondages, mais on le voyait, par exemple, à l'université d'été du MEDEF, etc. Bon, et il creuse ce sillon. Il a encore fait une tribune dans le Figaro il y a 2 jours, pareil, qui revenait sur les fondements économiques, en disant il faut surtout pas d'impôts pour les TPE-PME. Bon, parallèlement, le RN a voté 34 milliards d'impôts en 48 heures. C'est-à-dire qu'il y a un petit fond poujadiste, c'est-à-dire qu'on protège les petits commerçants artisans et les grandes multinationales. Soyons clairs, c'est une histoire d'image. Le RN est tout aussi contradictoire et même bien plus que LR. Je veux dire, voilà, il y a beaucoup d'ambiguïté, etc. C'est un peu attrape-tout, du coup. Voilà, c'est un peu attrape-tout, mais c'est vrai que, du coup, ça oblige, je pense, des gens comme Gérald Darmanin, comme Bruno Retailleau, comme Édouard Philippe, à revenir sur ce terrain économique et à réaffirmer leur crédibilité dans ce domaine. Juste un point sur le Rassemblement national, avant de revenir sur ce que propose Édouard Philippe, mais cette ambiguïté économique du Rassemblement national, est-ce que le parti en pâtit ? Pas encore. Pas encore, mais c'est plus qu'une ambiguïté. Ah oui, c'est un grand écart, on va dire. Un grand écart, là. On ne peut pas à la fois tenir un programme, être sur une ligne, ni de droite ni de gauche, mais qui en fait est très à droite, voire plus que ça, sur le plan sociétal, et pas mal à gauche sur le plan économique, et en même temps avoir une tête de gondole, un leader qui envoie des tas de signaux, c'est vrai, et ça fonctionne pas si mal. Sur l'effet Mélanie, mais, très clairement. Oui, c'est ça. Oui, mais sauf que là, il y a un vrai problème de stratégie et donc de foulure, ou je ne sais pas quelle est de déchirure, parce que c'est comme vous le disiez, Raphaël, on a Jordan Bardella qui a envie d'aller sur une ligne Mélanie, sur la ligne qui était celle finalement d'Éric Zemmour, qui est toujours, mais il existe beaucoup moins dans l'opinion. Et puis une Marine Le Pen qui est sur sa ligne de l'époque Philippot d'avant, c'est-à-dire une ligne qui emprunte beaucoup à la gauche sur le plan économique et social. Donc à un moment donné, il est certain de la campagne présidentielle qu'ils en souffriront, qu'on les mettra face à ces contradictions. Sur cette antenne, dans cette maison, il était invité, Jordan Bardella, hier de BFM TV. Il a été poussé dans ses retranchements sur ces sujets-là, sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a une différence entre Marine Le Pen et vous ? Est-ce que vous avez des divergences de vues politiques ? Et pour l'instant, moi qui observe, qui fait des photos en quelque sorte de l'opinion, pour l'instant ça fonctionne pas mal, il s'en sort très bien. Dans les intentions de vote, ils sont très hauts au premier tour. Il n'y a pas eu encore, depuis le printemps dernier, d'intention de vote de second tour de fait. Et moi, je serais curieux d'en faire une pour voir si ça se confirme au second tour. Au printemps dernier, ils creusaient déjà l'écart, lui et Marine Le Pen, sur tous leurs poursuivants au premier tour, avec une quinzaine de points d'avance, mais ils perdaient au second tour. Cette fois-ci, peut-être qu'ils gagneraient l'un ou l'autre. Mais en tout cas, c'est vrai que dans l'opinion, ça fonctionne bien. Et une des raisons, pour finir, qui fait que les patrons au MEDEF, à la REF, ailleurs, peuvent se montrer un petit peu à l'écoute, c'est aussi qu'ils s'imaginent, qu'ils se projettent, les chefs d'entreprise, sur un RN au pouvoir. Et qu'ils se disent, bon, il faut bien apprendre à connaître ces gens-là, à voir comment ils fonctionnent, qu'ont-ils dans le ventre. Et de fait, quand vous faites des sondages sur Mélenchon versus Marine Le Pen ou Jordan Bardella, en termes d'image, il n'y a pas photo auprès des cadres et chefs d'entreprise. Ils préfèrent aujourd'hui, ou ils détestent moins, le RN par rapport aux Insoumis. Lionel Fontanier, je reviens sur le post LinkedIn d'Édouard Philippe publié ce matin. Ouvrons les yeux, la France devient un pays pauvre avec un modèle social de riches, écrit l'ancien Premier ministre. C'est le bon
constat qu'il fait là. Oui, alors je pense qu'il est toujours utile de mettre des chiffres sur ce qu'on avance. Les experts sont là pour ça. Voilà, et de regarder comment la France se positionne dans les classements internationaux. Donc je ne rebondirai pas sur cette expression qui ajoute à l'angoisse qui a été évoquée tout à l'heure. Je pense que c'est ce qui suit qui est intéressant, c'est-à-dire l'idée à la fois de supprimer donc des niches fiscales pour les entreprises et de supprimer donc des impôts à la production pour l'entreprise, donc de jouer sur les deux volets, fondés sur l'idée qu'il y a des niches fiscales qui sont inefficaces, improductives. Je crois que c'est le terme qui a été employé. Donc ça, c'est très bien. Il reste à savoir. Et on en parle depuis des années de ce big shift, comme on l'appelle. Donc le point que j'ai évoqué tout à l'heure, je ne vais pas occuper toute l'émission avec ça, mais je le redis. Ce qui est très important, c'est de les prendre une par une, de les évaluer. Et de regarder ce qui sort de tout ça. Et là, on aura exactement une idée de ce qui est improductif ou de ce qui n'est pas improductif. Et si on en mettait de nouvelles en place, parce qu'il y a une capacité, ça a été rappelé tout à l'heure, d'imagination qui est assez grande dans notre pays, à la fois sur les taxes, mais aussi sur les niches, si on en mettait en place, ça serait bien de les mettre en place de façon temporaire, avec systématiquement un engagement, une clause de revoyure, un engagement d'évaluation. C'est pas très bien faire le temporaire non plus. D'évaluation, voilà. Mais sur les taxes comme sur les niches. On est sur quelque chose qui est désirable, mais qui n'est pas encore complètement dans le paysage politique français. Il y a un peu de protectionnisme dans ce que se propose. Oui, ça c'était un peu intéressant. Là aussi, de libérer au niveau national, mais protéger au niveau européen. Alors vraiment avec une logique de zone. Dans ce qu'il écrit, il va assez loin, puisqu'il dit, on devrait faire aux Chinois ce qu'ils nous font, il faudrait imposer des transferts de technologie. Alors, OK, donc maintenant l'Europe en est à réclamer des transferts de technologie de la Chine. Donc sur les batteries, sur les énergies renouvelables. C'est une petite idée du déclin, mais de fait, je veux dire, je suis d'accord. Aujourd'hui, la Chine est en avance technologiquement sur beaucoup de points sur l'Europe. Aussi, il faudrait imposer des quotas, il faudrait imposer des co-entreprises, enfin des actionnaires. Pour des investissements stratégiques. Bon, c'est quand même... Et il y a aussi en parallèle, donc ça, on ne voit pas que ça va être adopté demain. C'est tout ça mis dans une discussion à 27. Je veux dire, ça va quand même être compliqué. Et par ailleurs, il y a une réflexion qui, pour le coup, est déjà en cours, je trouve, depuis quelques années maintenant en Europe, sur l'inflexion politique de concurrence versus politique industrielle. Voilà. Est-ce qu'il faut impérativement avoir une politique de concurrence forte qui profite aux consommateurs mais entrave la construction de champions européens, ou est-ce qu'au contraire, en se disant que maintenant on est dans un univers hostile et qu'on est face à deux grosses zones qui ne réfléchissent pas exactement de la même manière, qui sont les États-Unis et la Chine, et coup, construisons des champions européens qui sont capables d'être à la hauteur de leurs concurrents mondiaux. Protectionnisme et réciprocité, c'est un peu les clés du débat mondial aujourd'hui, Lionel Fontanier. Bon, je pense qu'il ne faut pas non plus présenter la politique européenne pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire à la fois sur les questions d'aide d'État, les questions de politique de la concurrence, sur l'attitude en termes de défense commerciale, ce qui est autre chose que le protectionnisme. L'Europe a... Vous séparez défense commerciale et protectionnisme. Je le sépare parce que c'est effectivement comme ça que c'est séparé au niveau multilatéral. Donc le protectionnisme, c'est ce que fait Donald Trump. La défense commerciale, c'est la réciprocité. C'est ce que fait l'Union européenne. C'est pas tout à fait la réciprocité. C'est le fait que quand il y a du dumping, par exemple, d'un exportateur étranger, eh bien vous pouvez vous opposer à ce dumping en On dirait qu'il y en a un qui est beaucoup plus défensif et l'autre plus offensif. Et donc ça s'appelle défense commerciale. Donc la défense commerciale, ça sert à vérifier que les règles de la concurrence sont respectées partout, et en particulier que les exportateurs, alors on parlait de la Chine, mais il y en a d'autres qui essayent de pénétrer le marché européen en ayant des pratiques commerciales qui sont des pratiques qui ne conviennent pas. Eh bien ces gens-là doivent être pénalisés par
des instruments de défense commerciale. Donc j'en cite 3 pour faire vite. Le premier, je l'ai déjà dit, c'est l'anti-dumping. Oui. Le second, c'est l'anti-subvention, les voitures électriques chinoises. Et le troisième, ce sont donc les clauses de sauvegarde. Donc la différence entre les 3, c'est que l'anti-dumping, c'est sur une entreprise en particulier. Oui. Ensuite, quand on regarde les clauses de sauvegarde, c'est quand l'industrie est mise en danger par un afflux d'importations, ça touche tout le secteur exportateur chinois, par exemple. Et puis, au milieu, donc on a le troisième que je mentionnais tout à l'heure, qui est quelque part entre les deux. Donc, on a vraiment une gradation des instruments de défense commerciale qui sont à notre disposition. Et on a aussi un screening, pour parler en mauvais français, donc une étude systématique des investissements étrangers qui rentrent en Europe, qui est fait de plus en plus. Et quant à la politique de la concurrence, les Français en général sont toujours en train de dire à Bruxelles, et la Commission s'en amuse beaucoup, que la politique de la concurrence européenne ne va pas, qu'on empêche les champions, etc. Donc il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites au niveau européen de ce point de vue, à la fois pour autoriser les aides d'État dans un certain nombre de secteurs, ce qu'on a fait dans les batteries. Les fameux PIEC. Voilà, ce qu'on a fait dans les batteries, puis dans beaucoup d'autres secteurs. Ça n'a rien à envier aux subventions qui sont faites dans d'autres pays, même si les montants sont éventuellement inférieurs. Et puis, il faut prendre aussi en compte qu'on regarde la concurrence aussi des grandes entreprises étrangères, notamment américaines, qui peuvent éventuellement, sur un certain nombre de marchés sur lesquels elles sont dominants, penser au numérique, avoir des positions qui sont non concurrentes. Ouais, on va reparler de tous ces thèmes dans la seconde partie de l'émission dans une minute. On ne va pas parler de la Chine, on va parler de Chine, qui investit justement en France. Et c'est pas simple. Est-ce qu'il faut suspendre la plateforme chinoise, comme le souhaite Matignon? On va revenir sur Donald Trump et sa guerre commerciale. Et puis on reviendra également sur la COP30 qui va ouvrir ses portes au Brésil. À tout de suite. Les experts, débats et controverses sur BFM Business.